Ouais, la peur de l'échec, alors en effet, ça revient assez souvent. Ça, on va essayer quand même pendant le podcast de pouvoir balayer cette peur-là au maximum. Mais en gros, l'échec, ça n'existe pas. Ok. Ok, l'échec, c'est le fait de ne pas voir le résultat sous la forme attendue à un instant T. Mais l'échec, il n'existe que parce qu'on s'arrête sur ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses dans la globalité. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la préparation mentale, on va dire d'un point de vue général. Et là ça va vraiment être un épisode dédié pour la communauté parce que j'avais été chercher un petit peu les blocages les plus présents chez nos auditeurs. Déjà, pour commencer cet épisode, Pierre, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens super bien, comme Ah à ouais. chaque fois. Vraiment cool d'être ici et de partager des tips. Bah écoute, ça me fait plaisir une nouvelle fois de te recevoir. Tu es le fondateur de l'Académie de la haute performance. Comme je le rappelle pour nos auditeurs, il y a vraiment tout en description, des podcasts, des vidéos YouTube pour retrouver que ce soit le livre, tes formations, même toi en tant que personne. Et je voulais aller traiter un sujet avec toi parce que nos auditeurs, ils nous ont parlé il y a trois peurs, trois gros thèmes qui sont sortis parce que je m'étais formé un petit peu sur ton sujet et je comprenais, et tu nous l'as déjà dit dans l'épisode d'avant, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, donc l'épisode numéro 2, que tout partait d'un pseudo-blocage, j'ai envie de dire. Et là, tu vois, les auditeurs, ils disaient, moi, j'ai peur de l'échec. C'est ce qui est ressorti en priorité. Toi, déjà, sur ce concept-là, qu'est-ce que tu peux nous dire, la peur de l'échec ? Ouais, la peur de l'échec, alors en effet, ça revient assez souvent. Ça, on va essayer quand même pendant le podcast de pouvoir balayer cette peur-là au maximum. Mais en gros, l'échec, ça n'existe pas. Ok. Ok, l'échec, c'est le fait de ne pas voir le résultat sous la forme attendue à un instant T. Mais l'échec, il n'existe que parce qu'on s'arrête sur ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses dans la globalité. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, est-ce que là, on décrit juste ou c'est à ce moment-là qu'on déroule aussi sur les... On peut dérouler sur les concepts, parce que ça me questionne, tu vois, au même moment où tu me le dis, je me dis... on voit que c'est qu'une notion de... Comme tu le dis, abstraite finalement, on n'a pas tous la même notion. Et moi, je me dis, je suis d'accord avec mes auditeurs, j'ai aussi ce sujet-là qui me bloque. Et là, toi, tu dis, non, en fait, l'échec, c'est... Donc, j'ai envie de dire, viens nous donner des tips, viens nous donner des conseils pour que très vite, on essaye de le balayer, on essaye de l'enlever, que ce soit moi ou les auditeurs. Ouais. Ok, à chaque fois, c'est simple. En gros, l'échec, à chaque fois, si on revient sur la dépolarisation, il y a un équilibre de perception et l'échec n'est qu'une perception. L'échec n'est qu'une perception que ce que j'ai eu a eu plus d'inconvénients que de bénéfices. Okay, et donc, on perçoit que quand on va obtenir le résultat que l'on veut, il y aura plus de bénéfices que d'inconvénients. Okay. Donc, j'ai peur d'échouer, c'est dire quoi déjà ? Échouer, on va les vraiment définir. Donc, si on prend la dépolarisation de la peur, qui est vraiment une séance à part entière parmi les différentes séances qu'on a à l'Académie de haute performance, donc la peur de l'échec, ceux qui veulent aller plus loin, même là, on va vraiment donner le process. Il est écrit avec des témoignages d'athlètes dans le livre Préparation mentale gagnante. À chaque fois qu'il y a la peur, c'est tout le temps le même process. T'as une peur d'échouer là en tête ou pas pour toi ? La peur d'échec, que mes projets que j'ai créés, donc tu vois, que ce soit une marque et un podcast, demain ils aboutissent pas et moi je voulais les continuer et finalement je dois arrêter, tu vois, parce que financièrement c'est plus viable ou des choses comme ça. Ok, donc la peur, ce serait sûr, si on en prend un seul, ce sera lequel le projet Si on prend la marque par exemple, ouais. Donc la marque de textile. Ok, la marque de textile. Ma peur, c'est que demain, finalement, elle ne tient pas dans le temps parce que financièrement, c'était pas viable. Ok, ça marche. Du coup, en fait, quand on voit la peur de l'échec, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, on va identifier la peur et en fait, la peur, c'est un peu du brouillard. Donc, on va se dire, ok, c'est quoi la peur principale ? Et on va aller voir, ok, au pire du pire, la peur, elle arrive, il se passe quoi ? Donc, au pire, c'est quoi ? C'est t'arrêtes le textile, c'est ça ? Ouais. Donc ça serait le pire du pire. Donc là, on va faire la méthode simple. C'est-à-dire qu'en général, on va voir est-ce qu'il y a un référentiel dans le passé. Donc pour ceux qui ont perdu en compétition, par exemple, ils ont la peur d'échouer de nouveau en compétition. On va les voir toutes les fois où ils ont échoué dans le passé. Okay. Et on va équilibrer les perceptions dessus. C'est-à-dire que ceux qui font ça et vous dites « Ok, j'ai une peur d'échouer dans le futur. J'ai peur de faire une mauvaise compétition et de ne pas avoir le résultat que je veux en compétition. » J'allais voir toutes les fois où j'ai perçu avoir échoué dans le passé. Et donc, on va noter tous les bénéfices d'avoir échoué et tous les inconvénients si on n'avait pas échoué. Juste temps qu'on élimine ça et qu'on voit que, en fait, encore que j'ai échoué, parce que si j'avais pas échoué, j'aurais pas connu ça.
Donc pour toi, c'est différent. Là, on prend la méthode simple parce que je suppose que c'est pas une peur que tu as vécue dans le passé d'arrêter le textile. Donc imagine là, ça va peut-être te challenger un petit peu. En plus, je te prends à froid. C'est vrai que celle-ci, on avait dit qu'on ferait une dépolarisation en live, mais on a dit que ce serait cet après-midi. Et du coup, on n'a pas du tout respecté ce qu'on avait dit. Voilà, bon bah. C'est la beauté du podcast. Du coup, regarde, imagine, au pire du pire, du coup, tu arrêtes le textile. Donc, regarde, ce serait quoi les bénéfices pour toi à long terme si tu devais arrêter le textile? Le bénéfice, c'est que ça me laisserait du temps libre pour justement bosser un sujet qui me passionne, qui est le podcast, pour potentiellement donner encore plus de valeur aux auditeurs avec des échanges avec des gens comme toi qui leur apportent de l'expertise. Ouais. Et peut-être avoir que des projets digitaux et pas être menotté à un endroit, quoi. Ok, du coup, ce serait quoi les bénéfices pour toi d'avoir que des projets digitaux et pas être menotté à un endroit? Ce que j'aime, c'est justement d'avoir ce sentiment de liberté. Et si j'ai envie de travailler à 5h du matin, parce que c'est possible de faire... tu vois, j'ai des missions à faire tout seul de mon côté d'un point de vue digital et pas attendre que mon usine ou que telle personne soit au travail, ça c'est jouable, quoi. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que si demain tu développes pas l'entreprise textile et que ça échoue, grâce à ça, du coup, tu auras plus de temps pour les programmes digitaux, plus de temps pour le podcast, apporter plus de valeur aux auditeurs, et du coup tu seras plus libre parce que tu pourras travailler d'où tu veux, quand tu veux. Exactement. Ok, et c'est quoi l'inconvénient du coup si la boîte de textile elle décolle? Si elle décolle, ouais. C'est justement, il va y avoir toute une phase où il faut s'entourer de personnes si je veux pas avoir ces contraintes-là que j'ai ciblées. Du coup, gestion de l'humain, là pour le coup, des fois mauvaise expérience. Donc, sujet compliqué avec un stress qui est plus présent, par exemple. Et du coup, d'autres enjeux que, vu que je ne l'ai jamais vécu, qui vont arriver, tu vois. Donc, un peu de l'inconnu. Ok, du coup, ce serait quoi les inconvénients d'avoir plus d'humains, plus de stress, plus d'inconnus? Moins de temps pour les autres sujets qui me passionnaient de base. Et peut-être partir de ma vision numéro 1, quoi. Enfin, m'éloigner de ce que je voulais faire. Ok, c'est-à-dire, ce que tu veux faire, c'est quoi? Moi, c'est donner un maximum de valeur aux gens pour qu'ils se mettent en mouvement et mettre les gens en sport et enlever toutes les barrières qu'ils peuvent avoir, par exemple. Ok, donc les inconvénients pour toi, si ta boîte de textile elle se développe, c'est que du coup, tu auras moins de temps pour... du coup, tu auras plus d'humains à gérer, c'est ça? Plus de gestion de l'humain, et tu auras moins de temps pour pouvoir développer, amener plus de valeur aux gens, etc. C'est ça. Ok, ça te fait quoi déjà de prendre de la hauteur là-dessus? Alors, sachant qu'une séance complète, ça dure 1 heure, mais... Non, mais on se rend compte, c'est ce que tu dis, il y a toujours... ce qui est assez drôle, c'est que j'ai envie de dire, je pense que c'est peut-être quelque chose que tu repères, mais on voit tout de suite les inconvénients d'échouer, mais on a rarement la vision des bénéfices, quoi. Exactement. Et ça, je me rends compte que là, rien qu'en prenant du recul, on se rend compte que... peut-être 2-3 minutes. C'est ça, même des fois, tu te dis, ça se trouve, je prends pas le bon chemin, ou des choses comme ça, quoi. Ouais, et tu vois, en fait, à chaque fois, quand on a peur de l'échec, c'est-à-dire qu'on perçoit que l'échec, il y aura plus d'inconvénients que de bénéfices. Ok. Et donc, on a les perceptions qui sont déséquilibrées. C'est-à-dire, si on voit dans le livre, on a vraiment une diagonale. Et donc, ça veut dire qu'on est conscient des inconvénients si on n'obtient pas l'objectif qu'on veut. Et on est conscient des bénéfices si on obtient l'objectif que l'on veut. Okay. Du coup, on est inconscient dans la diagonale. On est inconscient des bénéfices si on n'obtient pas l'objectif qu'on veut. Et on est inconscient des inconvénients si on obtient l'objectif que l'on veut. Donc là, tu vois, c'est ce qu'on vient de faire. On a regardé les bénéfices si tu n'obtiens pas ton objectif et les inconvénients si tu obtiens ton objectif. Ah, mais tu vois, quelqu'un qui, je le sais que dans nos auditeurs, il y en a plein, ils me disent trop bien, merci pour... tu vois, je vais prendre un épisode, on avait fait un épisode avec Clara Pichon, qui était une athlète qui était partie de zéro et qui avait fait finisher Ironman. Donc elle avait réussi, par exemple. Ouais. Et j'ai des gens qui m'envoient des messages suite à cet épisode. Trop bien, elle a réussi, moi aussi, j'aimerais bien faire la même chose. Finalement, quand on prend un dossard, quand on a tout le chemin qui est mis en place et on met tout en place, et l'échec, quand je considère l'échec, c'est par exemple ne pas être finisher par rapport à ce que me disent les auditeurs, il arrive, c'est quoi les bénéfices de pas finir une course, par exemple? En fait, encore une fois, alors du coup, on va pas s'arrêter vraiment au bénéfice de pas finir une course, c'est au bénéfice sur ce que ça amène. C'est-à-dire, on est tous différents. Et du coup, quand des gens voient, tu m'as dit c'est Charlène, c'est ça, Pichon? Ouais, Clara Pichon. Clara Pichon, pardon. Clara Pichon, finir et faire ça, et c'est trop inspirant. Les gens sont en train de s'inspirer de quelqu'un qui n'est pas eux. Ok. Et qui a peut-être des priorités intrinsèques qui sont différentes. Tu vois, et moi je me rappelle d'une dame en badminton, elle, son rêve c'était de monter en régional.
Pourquoi ? Parce que dans son équipe, il y avait quelqu'un qui l'inspirait, qui avait un mental de fou, qui avait prié ça, qui avait commencé le badminton plus tôt qu'elle et qui déchirait tout. Et du coup, elle était montée en régional et elle voulait faire pareil. Et elle n'y arrivait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'auto-sabotait. Et du coup, quand on a regardé, alors avec les sessions de dépolarisation en amont, quand on est revenu sur son système de priorité, eh bien, elle a vu que elle, ce qui était prioritaire pour elle, c'était de s'occuper de ses enfants et d'être une bonne maman. Mais si elle montait en régional, il fallait plus de déplacements. Et donc, si elle avait plus de déplacements, elle passerait moins de temps avec ses enfants. Et ce qui était réellement important pour elle, c'était pas le badminton. C'était de passer du temps avec ses enfants. Mais par contre, elle disait que pourquoi je veux faire le régional ? Pour prouver aux autres que je suis une femme forte. C'est intéressant. Donc, vu que je veux faire quelque chose pour prouver aux autres que je suis quelqu'un, bah forcément, je l'attire pas. Et je galère à l'obtenir parce que j'essaye de prouver aux autres que je suis fort, alors qu'en vrai, j'ai pas besoin de prouver aux autres que je suis fort. J'ai juste à me reconnecter sur où je suis fort naturellement. Qui était pour elle, dans son système de priorité intrinsèque, qui n'est ni bien ni mal, mais qui est juste par rapport à elle, passer du temps avec ses enfants. Et donc, si elle allait au niveau régional, elle passerait moins de temps avec ses enfants, elle était en conflit de valeurs, et au choix, en effet, quand elle était profondément honnête avec elle-même, bah non, ça ne l'intéressait pas d'aller en régional, ce qui l'intéressait, c'est de passer du temps avec ses enfants. Donc, Ouais, donc c'est encore intrinsèque, c'est encore l'aspect identité finalement qui est relié à ça. Mais toi, tu me dis que la peur de l'échec, pour tous les auditeurs qui nous écoutent là en ce moment et qui se disent, bah moi j'ai peur d'échouer sur cette course, j'ai peur d'échouer au travail, sur mon entretien individuel avec, je sais pas moi, mon manager ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses, une fois que tu viens le travailler, c'est plus censé avoir lieu du tout. Non, on a juste l'appréhension. On peut avoir. Alors, on va le répondre en deux temps. La première chose, tu vois, plus j'avance là-dessus, où j'ai vraiment affiné depuis que je me forme à Capstein depuis quelques années, c'est que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que derrière chaque peur, il y a une envie cachée. Donc, tu vois, si je te dis, OK, en vrai, tu vois, j'aurais pu te dire tout à l'heure aussi, ça c'est la partie vraiment plus avancée dans les gens qu'on forme et sur lesquels on va chercher, c'est, tu vois, j'aurais pu aller te challenger aussi sur si je t'ai sorti du process de dépolarisation, au même degré où tu me dis que tu as peur d'échouer ta boîte de textile, c'est quoi la partie de toi qui a envie que ça échoue, tu vois ? Et tu vois, en fait, c'est la partie qui a envie d'être libre, de travailler d'où elle veut quand elle veut, etc. Tu vois ? Donc, déjà, quand on a une peur de nous qui a envie d'échouer, une peur d'échouer, c'est se dire, OK, c'est quoi l'envie cachée derrière tout ça ? Et en fait, ça regarde chacun. Et tu vois, la dame, par exemple, si je vais poser cette question-là, avec je jouerai pas au niveau régional, ouais, c'est quoi l'envie cachée ? Bah oui, j'ai plus de temps avec mes enfants. Donc, c'est simplement. En fait, la vie va nous amener à être nous-mêmes en authenticité, sans se minimiser et s'exagérer par rapport aux autres. Donc, et c'est très bien de s'inspirer des réussites des autres. Par contre, c'est sans oublier que nous, on est qui on est. On est unique, avec notre système de priorité qui est unique, et on n'est ni mieux ni moins bien qu'un autre être humain. Donc, c'est arriver à voir notre vie dans notre globalité. Ouais, je comprends, mais ce qui est dur, tu vois, si je prends l'exemple, là, on a fait très récemment, par exemple, des épisodes avec des triathlètes amateurs qui voulaient passer professionnels. C'est ce qu'on a voulu montrer à notre communauté. Finalement, ils ont peur d'échouer. Par exemple, je prends l'exemple de Damien, dans l'échange qu'on avait fait avec lui, il a peur de ne pas passer professionnel. Mais en soi, tu vois, il y a aussi cette notion de on ne sait pas réellement ce qui se cache derrière ce statut-là, exactement. Quels sont les enjeux, etc. Donc comment on fait face à ça ? Ouais, bah là, comment on fait face à ça ? Alors là, c'est plus ce qu'on va voir dans la dépolarisation classique et inversée en amont. Tu vois, la dépolarisation de la peur, ça vient en quatrième séance souvent chez nous. Pourquoi ? Parce qu'avant la dépolarisation classique, la dépolarisation inversée, les gens vont pouvoir se reconnecter à leurs valeurs hautes, leur système de priorité intrinsèque haut. Et là, pour ces personnes, tu vois, j'irais vraiment voir, OK, c'est quoi les bénéfices pour toi de pas passer pro dans toute ta vie, et sois honnête, tu vois, qui t'a resté 2-3 heures à lui poser la question. Je me rappelle qu'une athlète justement qui disait, mais non, mais Pierre, tu te rends compte, si je vais pas aux Jeux Olympiques, c'est la catastrophe, c'est le seul titre qui me manque, j'ai 33 ans, etc. Ok, c'est quoi les bénéfices pour toi si tu vas pas ? C'est quoi les bénéfices pour toi si tu vas pas ? C'est quoi les bénéfices pour toi si tu vas pas pendant 3 heures, tu vois ? Justement qu'elle se libère. Et la fille était sur 6 mois de contre-performance, et jusqu'à temps qu'elle se libère de ça et qu'elle reperforme 2 semaines après. Enfin, même pas juste après, il a vraiment reperformé 2 semaines après. La première, elle s'est enflammée et après, elle a bien performé. Mais après 6 mois de contre-performance, mais la séance, elle a dû 3 heures jusqu'à temps qu'on lâche ça. Mais si tu vas pas voir tous les bénéfices et l'envie cachée derrière la peur, en fait, on est encore esclave parce que tu as donné de l'intention à la peur. Du coup, le paradoxe, c'est vraiment. J'aime bien la phrase de Jung qui dit « Tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu embrasses s'efface ». Carl Gustav Jung, donc un psychiatre de l'époque. Et le but, c'est justement, OK, à chaque fois, il y a la peur. Est-ce que je peux l'éviter ? Oui, non.
Si je peux l'éviter, je vais mettre une stratégie en place pour l'éviter. Si je peux pas l'éviter, c'est d'aller l'accepter. Je vais accepter que ça arrive. Je vais aller voir tous les bénéfices à long terme si ça arrive, jusqu'à ne plus avoir cette peur-là. Et paradoxalement, au moment où j'accepte que la peur puisse arriver, c'est là où elle n'arrive pas. D'ailleurs, si tu es en train d'écouter cet épisode et que tu te dis que tu vas aller encore plus loin sur la partie préparation mentale, tu peux prendre un rendez-vous directement avec les équipes de Pierre pour faire un premier diagnostic. Ce rendez-vous, bien sûr, il est offert. Je te mets tout le lien directement en description de cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est comme ça, quand tu le dis, on a qu'une envie, c'est de passer à l'action et on a envie de résoudre un petit peu ce problème parce que tu vois, sur le sondage que j'avais fait, c'était quand même 80% des gens, c'était leur première peur. Est-ce qu'il y a des petits exercices comme ça que tu peux leur donner à mettre en place au quotidien, tu vois, des petites techniques? Ouais, juste faire l'exercice qu'on vient de faire. Ok. Juste ça. Vous allez voir, au pire du pire, la peur, elle arrive, il se passe quoi? Ouais. Et ce serait quoi les bénéfices pour moi à court, moyen, long terme si ça arrive? Et c'est quoi les inconvénients si ça n'arrive pas? Mais on va pas faire comme là, on l'a fait 3-4 bénéfices. On va noter 10, 15, 20 bénéfices si ça arrive, 10, 15 inconvénients si ça n'arrive pas. Et on prend la feuille, on se challenge les bénéfices à court terme, moyen terme, long terme, par rapport à qu'est-ce que j'apprendrais, qu'est-ce que je développerais, quelle capacité je développerais, ça me permet d'être qui, faire quoi, avoir quoi, jusqu'à temps qu'on voit la map dans la globalité. Et là, qu'on a ce qu'on appelle un collapse, un déclic, en mode waouh, mais en fait, il n'y a pas de peur en gros. Go, je peux y aller, quoi. Ouais. Si ça arrive, si la peur arrive, ça arrivera. Et tu vois, une question que je me posais, c'est souvent un retour que j'ai en discutant avec certains, pour le coup, là, des amis, tu vois, c'est de se dire, là tu te dis, voilà, on se challenge, on écrit ça sur un papier, etc. Mais finalement, comme tu le dis tout à l'heure aussi, j'ai envie de te dire, c'est assez paradoxal parce que là, on a l'impression qu'on va les écrire sur un papier et ça va dérouler. Mais en même temps, tu me dis, avec l'athlète, ça a mis 3 heures, tu vois, où toi, tu l'as challengé et c'est quelqu'un d'extérieur. L'impact d'être accompagné de l'extérieur, toi, tu le vois en fonction des athlètes que tu accompagnes, par exemple? Ouais, tu gagnes énormément de temps. Ok. Tu vois, même moi, à titre perso. Je demande à quelqu'un dans l'équipe, quand j'arrive pas à faire une dépollation seul, je dis, vas-y, là, j'y arrive pas, ça me saoule, je suis trop paralysé, on se cale un rendez-vous ensemble. Ok. C'est juste que quelqu'un, tu catalyses, quoi. Tu catalyses juste. On peut le faire seul. Par contre, des fois, c'est trop dur. Du coup, tu demanderas à quelqu'un. Ouais, c'est vrai que c'était un peu, tu vois, cet aspect un petit peu controversé que je voulais aller chercher chez toi, de se dire quel est l'impact. Des fois, on n'y arrive pas seul, des fois, on y arrive. C'est un gain de temps à chaque fois. Ok. Tu vois, tu pourrais, je sais pas, si moi demain j'ai ma plomberie de la cuisine qui tombe en panne, je pourrais le faire seul. Je vais galérer parce que je sais pas le faire, j'ai pas étudié pour. Va falloir que j'aille chercher des tutos sur YouTube. Maintenant, il y en a, donc je vais pouvoir. Je vais faire de l'essai-erreur et je vais peut-être pouvoir péter d'autres choses, tu vois. Et aussi, je peux appeler le plombier. Je vais juste le payer, mais j'ai gagné du temps. Donc, tu vois, je me rappelle d'une athlète qui avait, c'était en golf à l'époque. La fille, on parle, elle a dit, bon, attends, je vais essayer de le faire seul. Ok, vas-y. Elle était revenue un an après. On bosse ensemble. Un mois plus tard, elle a plus son blocage. Donc, elle a mis 12 mois pour essayer d'enlever son blocage seule. Nous, elle a perdu 1 an de sa vie, enfin perdu entre guillemets. On a bossé ensemble. Un mois après, elle a plus son blocage. Voilà, tu vois, c'est juste une question de temps en fait. C'est est-ce que j'ai envie de gagner du temps par rapport à ça ou pas? Moi, je sais que pour moi, je suis un peu obsédé avec le temps. Et du coup, je sais que pour moi, dès que j'ai un blocage, je me pose même pas la question. Je demande à quelqu'un dans l'équipe ou à quelqu'un d'extérieur dans les coachs américains que je connais. Mais ça, je le fais. C'est un réflexe aujourd'hui, un automatisme. Ouais. Parce que je suis le produit de mon produit, tu vois. Et je peux l'observer. Enfin, mon entreprise n'aurait pas grandi aussi vite si je n'avais pas maîtrisé ce que j'enseigne aux gens. Et du coup, me dire, OK, à chaque fois qu'il y a une peur et que tu n'arrives pas et que tu mets de l'attention dessus, à chaque fois que tu mets de l'attention sur une peur, tu la fais exister. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Vois. Ouais. Et dès que tu la fais exister, c'est de l'énergie que tu mets dessus. Et l'énergie que tu mets sur ta peur, c'est pas de l'énergie que tu mets sur ton objectif. Ouais, donc c'est même plus loin que, j'ai envie de dire, peur de l'échec, quoi. Il y a rien que le terme peur, on se rend compte qu'il peut avoir plein d'impacts. On pourrait aller très très loin sur ce sujet. Et comme tu le dis, c'est un sujet que tu traites très souvent. Et le deuxième qui a été ressorti, tu vois, par exemple, c'était le manque de confiance. Ouais. Et du coup, ça déjà, toi, comment tu définirais déjà le terme manque de confiance? Parce que est-ce que c'est subjectif? Est-ce qu'il y a des choses pour le cibler? Comment ça se passe?
confiance en soi, si on prend l'étymologie, ça vient de cum et fiens. Fiens, c'est se fier, ça vient de la foi. Donc la confiance en soi, c'est cum et fidens, c'est la foi. Donc c'est avec la foi. Donc la confiance en soi, ça veut dire je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de preuves pour ça. Ok. Donc à partir du moment où je veux obtenir un objectif pour me prouver que je suis bon, si je n'obtiens pas, je vais dire quoi? Je suis nul. Donc, ça veut dire que mon identité va dépendre de l'extérieur. Ok. Ça, on est dans de la confiance en soi qui est vraiment conditionnelle. Et donc, le but pour nous, c'est d'amener les gens à avoir une confiance en soi qui est inconditionnelle, c'est-à-dire de se dire, peu importe les résultats extérieurs, peu importe si je réussis ou si j'échoue, peu importe ce que les autres disent, si je suis intelligent ou si je suis stupide, bah, ça ne m'active pas au niveau du corps. Tu vois, dans les deux cas, c'est OK en fait. J'ai peut-être loupé, mais je reste quelqu'un d'excellent. Il a peut-être dit que j'étais quelqu'un de débile, mais je reste quelqu'un d'intelligent. Et du coup, dans vraiment le sens d'une manière corporelle, on n'est pas polarisé parce qu'on est polarisé quand c'est le corps qui emmène la tête. On n'est pas polarisé quand c'est la tête qui emmène le corps. Okay. Donc, dès que tu as une réaction vraiment corporelle, tu sais que tu es polarisé, tu as perçu plus d'inconvénients que de bénéfices, ou plus de bénéfices que d'inconvénients. Donc, le but, c'est vraiment de là-dessus. Et ensuite, tu vois, sur l'auto-sabotage, sur le manque de confiance en soi, nous, c'est vraiment la séance 1 là-dessus. Nous, on commence par là. Tu vois, avant l'échec, ça vient en plus en 4e séance. L'auto-sabotage, ça vient en première séance. C'est-à-dire que là, on va souvent avoir des gens sur l'auto-sabotage qui ne s'autorisent pas à dire leur objectif à haute voix, même avec eux-mêmes. Et des gens qui souvent du coup vont être polarisés sur l'humilité. C'est très important pour eux d'être humbles, c'est très important pour eux d'être altruistes, c'est très important pour eux d'être légitimes ou d'être compétents, tu vois. Et donc là on sait que eux ils vont très probablement s'auto-saboter. Et quand tu dis tu vois, d'être humble, être légitime, et je remets toujours ça avec l'identité, tu vois. Ouais. Comment on vient chercher un petit peu, comment vous accompagnez un athlète, un amateur, professionnel, un entrepreneur pour aller chercher les clés justement pour qu'ils se sentent légitimes demain? Ouais, bah nous, du coup, on est quand même assez rodés aujourd'hui, comme je te l'ai dit. C'est 1500 athlètes qui ont été accompagnés en 6 ans, donc ça commence à faire beaucoup, sachant qu'au début, j'étais tout seul. Donc maintenant, avec l'équipe, bah forcément, on va de plus en plus... je crois que rien que l'année dernière, on a dû accompagner en 2024 460 athlètes, un truc comme ça. Donc, tu vois, ça commence à faire du monde. Et donc, nous, on a notre process, on est rodé. Mais la première chose, c'est déjà de voir les gens qu'ils se réapproprient justement la partie, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas ça, mais la partie arrogante en eux. C'est-à-dire que très souvent... Quand on part sur une personne qui est arrogante, on lui dit « Ok, trouve-moi quelqu'un qui se la pète et que t'aimes pas. » Ah bah ouais, lui, il se la pète et franchement, ça me saoule. Et en vrai, au même degré où tu condamnes ça chez lui, où tu condamnes son arrogance, en réalité, si on va plus profondément, c'est quel est le trait de caractère qui t'inspire chez lui. Au moins, lui, il est sûr de lui, tu vois. Mais ça, il ne le voit pas au début de séance. Il le voit qu'à la fin, après 2 heures, où ils disent « Ah ouais, ce qui m'inspire, c'est qu'au moins, il est confiant, il est serein. » Donc, c'est-à-dire que ce que je vais condamner chez l'autre, c'est très souvent la qualité, si moi je me l'autorise, qui va faire la différence. Ok. Tu vois, je me rappelle autrement avec une dame qui était à la limite du burn-out et voulait faire plus de sport, mais elle disait oui, mais je reste au travail et tout. Et je lui dis ok, mais pourquoi tu restes au travail? Bah, j'ai pas envie d'être égoïste et laisser les gens de mon équipe tout seul en fait. Et du coup, je te parie que dans ton équipe, tu as un mec qui part pile poil à l'heure et qui s'en fiche des autres, quoi. Enfin, ouais, mais carrément, j'ai un collègue, à chaque fois, il part à l'heure, il s'en fiche qu'il reste du boulot. Il dit, mais non, mais l'heure, c'est l'heure. Moi, je pars à l'heure et s'il y a du travail, bah tant pis, et c'est pas de notre faute et on le fera plus tard. Et du coup, ce qu'elle condamnait chez lui, c'était qu'il était égoïste. Donc, factuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer ses priorités, même si c'est pas celle des autres. Ouais. Ok. Toi, ça te changerait quoi si dans ta vie, demain, si tu faisais passer tes priorités, qui sont le sport, avant le travail et tes collègues, etc., tu vois? Ah bah ouais, bah ça changerait tout. Donc le trait de caractère qu'elle condamnait, c'était le trait de caractère que elle, si elle développait, ça lui changeait la vie. Ah ouais, donc en fait c'est un peu le principe de miroir finalement. C'est le principe de miroir, exactement. Et toi, tout part de ce que t'aimes pas chez les autres en fait, presque. Là, si vous écoutez cet épisode, vous analysez ce que vous détestez chez les autres, vous allez voir
que si vous autorisez sous votre forme à vous, ça veut pas dire devenir un tyran, mais si vous autorisez sous votre forme à vous de développer ce trait de caractère-là, ça va changer. Tiens, si on prend les gens qui attirent tout le temps des gens, j'aime pas les gens méchants, dictateurs, etc. et tout, bah oui, et toi, est-ce que tu sais dire non ? Bah non. Donc en gros, ce que tu admires, c'est pas la partie méchante, c'est la partie le gars il pose des limites, il envoie chez les gens, etc. Et moi je m'écrase à chaque fois. Donc forcément, si tu t'écrases tout le temps et c'est important d'être gentil dans la vie, d'être bienveillant, forcément tu vas attirer des gens dictateurs, tyrans, méchants, parce qu'ils sont là pour te dire toi aussi réveille-toi, toi aussi pose des limites, tu vois. Et du coup, dans le sport, malgré tout, tu vois, il y a quand même même à un niveau amateur, là je vois très bien les liens sur le travail. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, tu vois, l'exemple que tu donnais, des horaires, des équipes, etc. Et on a fait d'autres sujets, par exemple sur l'entraînement, les 7 règles d'or pour progresser, des choses comme ça. Et tu vois, on voyait très souvent que dans un groupe de vélo ou dans un groupe de course à pied, par exemple au niveau amateur, certains en voulaient à d'autres de rouler trop vite à cet entraînement, tu vois. Et ça, par exemple, ça montre quoi finalement? Là, c'est aller chercher le jugement qu'il y a derrière. Okay. En plus, dans une équipe, c'est trop bien parce que dans une équipe, et ça, on va très bien le voir. Ça, je kiffe le faire en entreprise, ce truc. Parce que, en fait, dans une équipe, il y a tous les traits de caractère. Donc, forcément, si je perçois quelqu'un d'égoïste dans l'équipe, je vais forcément juger quelqu'un d'autre ou soi-même d'altruiste. Okay. Il ne peut pas avoir une polarité sans l'autre. Il y a forcément un référentiel. Je ne peux pas savoir ce que c'est d'être égoïste si je ne connais pas l'altruisme. Je ne peux pas savoir ce qui est chaud si je ne connais pas le froid. Ok. Tu vois, on vit que par contraste. La partie basse du cerveau vit que par l'existence. Existence, c'est existar, c'est être à l'extérieur. Ok, c'est le jeu. Être à l'extérieur, du coup, c'est je sais que je suis ça parce que je sais que je ne suis pas ça. Et donc, dans l'existence, on est constamment en train de se comparer les uns aux autres. Mais on vit que par contraste dans le monde de dualité dans lequel on vit. Okay. On a vraiment l'être humain. L'être, lui, c'est absolu. C'est juste être. Il y a la somme de tous les possibles. Il y a l'humain. Humain, c'est l'humus. C'est vraiment la terre. Et donc, on a vraiment le monde de l'essence, le monde de l'existence. Et donc, en gros, c'est se dire, OK, je sais que dans ma partie 1 du cerveau, donc système 1, système 2, je crois que c'est Daniel Rachman, je ne sais plus exactement le nom, on pourra mettre, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, où il y a la partie automatique du cerveau qui trie en c'est bien, c'est mal, en permanence. Okay. C'est moi, c'est pas moi, en gros. C'est bien, c'est moi, c'est pas bien, c'est pas moi. Et donc, forcément, on va juger des gens en permanence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'être conscient des jugements qu'on pose sur les autres, d'être conscient qu'à partir du moment qu'on pose un jugement, c'est le juge qui ment. Tu vois ? Et du coup, au moment où je pose un jugement vers un autre, eh bien, je sais que c'est une illusion. C'est mon illusion par rapport à ma vérité. Ok. Tu vois, au moment où je dis, lui, il est arrogant, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit qu'il va gagner. Au moment où je dis que lui, il est égoïste, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait passer ses priorités avant celles des autres. Et en fait, en regardant ça, je vais voir sous quelle forme je le fais aussi. Mais à chaque fois que je juge quelqu'un en bien ou en mal, c'est juste des symptômes qui nous indiquent qu'on n'a pas reconnu cette partie-là chez nous. Ok. Mais du coup, on va avoir un sujet, par exemple, que sur ça, parce qu'il me semble très important, c'est, tu vois, l'impact des autres. Ouais. On se rend compte que l'impact des autres, ce qu'ils viennent dire sur nous au quotidien, etc., comme tu disais, ça, faut d'abord définir son identité, tu le disais auparavant, mais en fait, finalement, tout ce qu'on prend des autres, c'est ce qu'on fait au quotidien aussi avec les autres, quoi. Ouais, aussi, ouais. Ok. Ah, c'est quand même un processus où il y a plein d'aspects, je veux dire, à mettre là-dessus et un contrôle aussi à mettre en place. Et toi, si tu dois donner, on va dire, un élément pour passer, avant de passer à l'autre partie sur la confiance en soi, comment, tu vois, une clé pour gagner en confiance, par exemple, ça serait laquelle ? Ouais, la clé, déjà, c'est définir qui j'ai envie d'être. Okay. Tu vois, vraiment, si on le met, identité gagnante, premier chapitre, c'est vraiment sur l'identité. C'est-à-dire que nous, un athlète, ce qu'on lui demande, première vidéo du programme en ligne, c'est tu définis qui tu as envie de devenir en compétition. Pourquoi ? Parce que ton résultat, tu ne peux pas le contrôler. Le résultat, c'est je l'ai, je ne l'ai pas eu. Okay. C'est binaire. Je l'ai, je ne l'ai pas. Ouais. Par contre, si tu te contrôles, quand on dit à un athlète, ok, gagner est une cause ou un effet ? Gagner, ils vont dire, c'est un effet. C'est quoi l'effet qui va générer cette cause ? C'est si je suis serein, si je suis confiant et tout. Ok, donc concentre-toi là-dessus en fait. Donc, ma compétition, je décide d'être plus excellent. Ça, c'est ma décision. Donc, je fais en sorte de me focaliser sur je suis excellent. Et
du coup, de faire les choses en relation à l'excellence. Et donc, le résultat on va augmenter la probabilité d'obtenir ce résultat. Et donc, le premier réflexe, c'est être capable le premier tips, si on veut gagner en confiance en soi, c'est séparer l'extérieur de qui on est. Okay. J'ai peut-être raté la compétition, mais je reste quelqu'un d'excellent. Et et c'est pas faire l'autruche, c'est pas dire ok je reste excellent, ok je reprends une autre claque derrière, tu vois, c'est vraiment si j'ai l'identité d'excellent, quelqu'un qui est excellent en relation à son sport, il va automatiquement se remettre en question s'il a perdu, il va prendre des notes, il va essayer de se remettre la compétition dans la tête. Nous on fait aussi noter les athlètes, on a genre peut-être 10 critères, enfin ça dépend des sports parce que les gens individualisent ça ensuite, mais on a des critères tactiques, techniques, physiques, mentales, et des sous-critères pour être capable de rationaliser la performance. Et entre 1 et 10, on va s'auto-évaluer. Tu vois ? Genre, ok, je vois tactiquement, j'ai pas fait ça, tac, et je vois quel point je peux améliorer maintenant qui me ferait passer à un autre niveau, qui me ferait gagner déjà 1 point pour la prochaine compétition. Donc ça, c'est un état d'esprit d'excellence. C'est-à-dire, je vais rationaliser la compétition et je vais être capable, si j'ai loupé, de dire, ok, j'ai loupé, c'est un feedback. L'échec n'est juste un feedback de ce que je peux améliorer, ou ce que je dois améliorer, peu importe si on est vraiment à fond dedans. Voilà, donc le premier tips, c'est je sépare mon identité de qui je suis. Je sépare mon identité des résultats que j'ai. Ça, c'est le premier tips. Et le deuxième tips, qui est plus complexe par contre, mais qui est plus efficace et qui va plus rapidement, ça c'est vraiment d'un point de vue conscient, c'est d'attaquer des polarisations classiques pour le coup. Ouais, mais on se rend compte que finalement, tu vois, les auditeurs, c'est quand même assez drôle parce que les résultats au sondage qu'ils nous ont donné, c'est que la peur de l'échec, c'est le premier qui ressort. Mais finalement, c'est quand même relié malgré tout avec la confiance en soi. Quand tu donnes quelques éléments. Et du coup, j'ai envie de me dire, sur le troisième, tu vois, moi, je retrouvais les auditeurs sur le premier et sur le deuxième. Et par exemple, le troisième, j'avais un peu plus de mal à cerner. Donc, j'en ai questionné une dizaine, par exemple, sur ce sujet-là. Tu vois, c'était le blocage dû à la pression excessive. Et tu vois, moi au début, je me disais, je pensais pas du tout que c'était ça qui allait ressortir parce que c'est pas un sujet qui va me freiner, par exemple, d'être sous pression. Et quand je demandais aux gens, ils me disaient, bah ouais, mais en fait, tu te rends pas compte. Moi, j'ai la pression de mon coach parce qu'il s'est donné à fond dans toute ma prépa. J'ai dit à mon mari ou j'ai dit à ma femme que je m'entraînais pour finir cette course-là. Donc, t'imagines, si je le finis pas, ça justifie pas les choix d'avant, tu vois. Ouais, je comprends. Ça, on l'a souvent aussi. Ah ouais, tu le ressens souvent souvent la peur de décevoir le coach, ou la famille, parce que tu te rends compte, ma famille a fait des sacrifices, je suis jamais allé au repas de famille, etc. Et si je perds en compétition, super, quoi, par rapport à mes engagements, elle va me dire, tu t'entraînes pour avoir ce type de résultat, tu vois. Et ouais, donc tu vois, c'est un sujet qui est quand même, tu vois, la pression interne, externe. Toi, déjà, le terme, tu vois, moi, le terme pression, je sais pas trop comment le définir. Comment tu le définis quand tu accompagnes un athlète ? Déjà, la pression, c'est, tu vois, c'est vraiment Enfin, le corps est sous pression, tu vois, on nous prend la pression quand on va chez le médecin, tu vois. Donc, la pression, déjà, il faut savoir que déjà, la pression, elle est bonne. Donc, c'est pas la pression. Tu vois, souvent, quand on dit avec les athlètes qui j'ai peur de stresser en compétition, en fait, encore que tu stresses, regarde toutes les fois où tu es arrivé déstressé en compétition. Derrière, tu as peut-être pris une claque. Tu vois, et la zone de performance se situe entre la zone de certitude et d'incertitude au même degré. Donc, la zone de performance, c'est quand je sais que ça va le faire et en même temps, je sais pas si ça va le faire. Je sais pas si tu l'as déjà eu, ou, tu vois, et c'est là que tu perfs. Parce que tu n'es ni en train de t'exagérer en mode vas-y, tranquille, ça va le faire. Et derrière, moi, ça m'est arrivé quelques fois, pas trop de fois, parce que j'ai quand même tiré des leçons, mais tu vas en mode ouais, t'inquiète, ça va le faire. Tu as des contracts et tu prends une gifle où tu te dis ok, voilà, en fait, j'aurais peut-être dû me stresser un peu plus. Et surtout dans les sports de confrontation, je trouve, tu vois, parce que quand je faisais du tennis, tu fais l'échauffement et tu vois, franchement, là, ça va le faire. Et là, tu fais les premiers jeux, tu fais waouh, et en fait, t'es déjà parti, quoi, et tu te rends compte que c'est un peu cette notion-là. Et c'est ça qui est assez drôle, surtout toi qui viens de la boxe, je pense que tu l'as vraiment ressenti, quoi. Ouais. Plus en entraînement, des fois où tu te dis, bon là c'est tranquille, bim, t'en prends une, tu l'avais pas vu venir. Ça réveille au moins. Et donc à l'inverse, c'est quand tu as trop de pression, c'est-à-dire que quand tu as trop de pression, tu mets l'objectif sur un piédestal et du coup, tu t'empêches du coup d'accéder à ton plein potentiel parce que tu as trop de peur et du coup ton énergie est plus focalisée sur la peur d'échouer que l'envie de réussir. Donc on se retrouve encore sur le premier point qui était la peur de l'échec. Donc là, en gros, c'est sur la pression. La pression, elle est bien à condition qu'on la juge pas déjà. Parce que des fois, au stress. Qu'est-ce que tu entends par jugement ? Ce que je dis aux athlètes, des fois, c'est pas le stress qui est mal, c'est croire que le stress est mal qui le rend mal. Ok. Tu vois, le gars, en gros, le stress, c'est quoi ? Tu as des changements physiologiques.
Ouais. C'est un changement physiologique, tu vas avoir les mains moites, ton cœur qui va s'accélérer et tout. Mais tout ça, c'est juste en train de te préparer. Ton cœur qui accélère avant une compète, c'est bien parce qu'il te prépare à être directement dedans. Ouais. Tu vois ton souffle aussi qui est différent, etc. C'est naturel. Donc, la première chose à faire, au lieu de dire j'ai des changements physiologiques, qu'est-ce qui se passe, c'est juste aide la gratitude en fait. Tu vois, c'est-à-dire que ton corps il se prépare. Exactement. Et ça, je me rappelle d'une athlète, pareil, 2021, elle était remplaçante pour les Jeux Olympiques et elle stressait parce qu'elle disait imagine, on me dit de rentrer à une compétition et c'est en finale, etc. Blablabla. Donc, on fait dépolarisation de la peur. Et du coup, je dis ok, cool. En gros, si tu stresses juste avant d'arriver en compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de vivre ton rêve de faire une finale de championnat olympique quand même. Ouais. Et bingo! Ça loupe pas, finale de Olympique. Du coup, on l'appelle et elle rentre. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'au moment où on va t'appeler, au moment où tu vas sentir le changement physiologique, à ce moment-là, tu prends même pas une seconde pour te dire ok, merci, c'est cool, mon corps est en train de se préparer. Ah ouais. Et genre, quand vous avez des changements physiologiques, si vous prenez le temps de dire mais en fait, c'est cool, j'ai du stress et c'est bien que je stresse parce que se dire que c'est important pour moi. Et donc, mon corps est là. Mon corps, il est là en mode ok, on peut y aller. Donc, je peux avoir de la gratitude de stresser. Et là, quand on va me poser le jugement, enfin, pas un jugement, mais poser du c'est bien d'avoir du stress plutôt que c'est mal d'avoir du stress, au lieu du coup de surstresser, et se dire ah merde, du coup, je stresse, ça va pas le faire, etc., tu as de la gratitude pour ça. Et juste le fait d'avoir de la gratitude, ton système nerveux s'équilibre. Et tu vois, c'est un sujet qu'on traite souvent, nous, pour nos auditeurs, parce qu'ils nous amènent souvent à travailler le sujet. Et moi, personnellement, je suis en plus concerné. Toi, dans le triathlon, c'est l'aspect natation. Ouais. Parce que des fois, tu as des départs en mass start là où tout le monde part en même temps, par exemple, et c'est un sujet qui est très stressant pour pas mal d'auditeurs et auditrices. Là, une fois qu'il y a la pression du départ qui arrive, limite, je me suis pris un coup, 2 coups, tu vois, sur la tête et le stress, il commence à monter. C'est quoi un petit peu les clés que je vais chercher à ce moment-là? Je remercie celui d'à côté de m'avoir mis la tête sous l'eau, tu vois. C'est ça. Ouais, quand c'est ça, du coup, alors, pour revenir vraiment sur la pression excessive, alors Ici, on va mettre ce qu'on appelle plus des ancrages en place. Tu vois, des ancrages, ça veut dire on va mettre un geste associé à un comportement, associé à un état d'être. Okay. Là, on est plus sur la préparation mentale classique, ce qui est pour le coup du pansement, où ok, là, j'ai eu la tête sous l'eau, je me remets la pression, je me fais un ancrage pour me mettre dans un état d'être vraiment positif. Mais si le travail en amont il était bien fait sur la pression justement par rapport au regard des autres, par rapport à la famille, par rapport au coach, voilà, normalement ça devrait vite revenir. Et tu vois, quelque chose qu'on peut voir assez souvent, c'est quand il y a une finale, un championnat du monde, tu vois, en triathlon. On voit certains athlètes qui ont l'air d'aborder la compétition avec une zénitude, d'autres avec une pression. Est-ce que finalement cette pression excessive, on la dégage tous de la même façon d'un point de vue extérieur, tu vois? Ouais, non, je pense que d'un point de vue extérieur, on la dégage tout différemment. Tu as des athlètes qui ont se fermé, des athlètes qui ont vraiment surjoué, donc ça, on la dégage vraiment différemment. Ouais. En tout cas, on se rend compte qu'il y a vraiment 3 points et on remercie les auditeurs de s'être prêtés au jeu de ce questionnaire. Merci à toi surtout de nous avoir donné quelques éléments de réponse et je pense que tu as nourri de la frustration chez certains, tu vois. Peut-être qu'on peut aller plus loin sur la pression, parce que je pense qu'on a été autour de la question et sur l'entraîneur et le proche. Je crois qu'on n'a pas répondu à la question. Si t'as raison. S'il faut rappeler la pression là-dessus, souvent se dire, en fait, c'est important de se dire d'enlever la culpabilité par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'entraîneur, s'il fait ça, c'est aussi son job d'entraîneur. Et l'entraîneur, s'il est mature émotionnellement, tu vois, l'entraîneur, s'il est mature émotionnellement, il est censé ne pas avoir d'attente pour son athlète. Okay. Donc, l'entraîneur, il peut pas dire à un athlète je suis déçu de toi, t'as mal fait, etc. Tu vois, c'est-à-dire que si le gars il projette ses rêves à travers celui de l'athlète et qu'il fait culpabiliser l'athlète parce qu'il n'a pas été là, il y a un comportement qui est, de mes perceptions en tout cas, pas sain. Donc en général, si on a une conversation avec l'entraîneur, il va, s'il est mature, il va sûrement dire ouais, ok, on y va, on va tout donner. Mais en même temps, que tu gagnes ou que tu perdes, t'inquiète, tu vois, je serai là. Et moi, j'ai fait mon job d'entraîneur, je t'ai entraîné. C'est dans ton camp. Je serai heureux pour toi et pour nous si on gagne parce que c'est un super truc. Et en même temps, si on perd, je serai là pour toi. Et on retravaille, on met ça en chose, mais t'as pas à être déçu pour moi, tu vois. Donc, c'est soit le rôle d'entraîneur de désactiver ça, s'il écoute le podcast, soit autrement celui de l'athlète d'aller questionner l'entraîneur et de se dire... même pas d'être détaché en fait. L'entraîneur il fait son job, même si c'est bénévole, il fait son job. L'entraîneur si c'est bénévole, il fait sa passion en fait. Mais
Tu vois, on le disait un petit peu en off aussi, tu vois, quand j'avais fait, je te racontais cette expérience où j'avais interviewé, on va dire, les proches d'une Mm. personne et après j'interviewais les personnes. Oui, c'est ça. Tu vois, en soi, c'est quoi un petit peu la technique? Par exemple, t'en as, ils vont Ouais. dire, bah ouais, mais moi, mes parents, ils vont me reconnaître que si je gagne. Donc, t'as vu tout ce que j'ai mis en place, ils m'ont aidé, tu vois, certains m'ont aidé financièrement, ils ont tout fait pour moi et je suis obligé de réussir. Là, comment toi, tu te détaches de ça? Ouais, bah alors là, c'est par les dépolarisations classiques et inversées, mais là, si on veut donner des éléments de réponse ici, je vais donner un pilote que j'avais accompagné là-dessus. En fait, déjà, si vous cherchez à avoir de la reconnaissance de vos parents que parce que vous gagnez, c'est peut-être quelque chose dans la relation à questionner, tu vois. Genre, jusqu'où ça va vous pousser Ouais. à faire des choses qui sont pas réellement importantes pour vous, pour faire plaisir à vos parents. Vos parents, ils vous ont fait. S'ils projettent leurs rêves à travers vous, bah, c'est pas votre problème en fait. Il avait qu'à s'y mettre, il avait qu'à faire une bonne perf. J'avais un pilote, je me rappelle, et en fait, il avait vu que son père, il pourrissait quand il faisait des mauvaises courses et tout machin, parce que son père n'était pas allé à son niveau. À un moment donné, il a dépassé justement son père en termes de niveau et ça l'a détaché. Et du coup, il s'est dit, tu sais quoi, mon père, en fait, il gueule, mais c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Ok. Donc le premier truc avec les parents, c'est se dire, ok, mes parents, ils ont fait tout ça pour moi, si je gagne, ils vont être fiers de moi et tout. Bah, si c'est le cas, bah, vos parents, dans ces cas-là, sont pas capables de prendre, à être responsables de leurs émotions. Et si vos parents vous aident financièrement, c'est parce que, ou à mettre les choses en place, c'est qu'ils y voient un intérêt aussi. Ouais. Donc, c'est aller questionner cet intérêt-là, se détacher et se dire, ok, moi je fais tout, de toute façon, je fais tout pour réussir. Il n'y a pas en plus besoin de se mettre la pression des parents là-dessus. Et s'il y a un parent qui dit mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, tu dois réussir. Et attends, genre, est-ce que tu crois que je vais essayer de louper la compète? Ouais, ouais. Ah, c'est pas simple, hein. On voit que tout est relié finalement, toutes ces Mm, peurs, et t'as bien fait de remettre un point sur la mm, pression. Parce que c'est vrai que, tu vois, j'ai plus les datas en tête, mais je me rappelle vraiment la peur de l'échec, c'était 80% des gens qui le plaçaient en ouais, premier, tu vois. Et je sais plus si la pression, ça se battait avec une autre peur, mais on se rend compte que, ouais, il y a tellement de choses qui sont reliées ouais, entre toutes ces peurs que, comme tu le dis et tu me l'as partagé, là, on se rend compte très très vite en 30 minutes d'échange qu'on peut aller enlever plein de barrières, ouais. plein d'enjeux, que ce soit par le livre, par les formations, par tout ce que tu proposes aujourd'hui. Donc un grand merci pour tous les éléments de réponse que tu nous as donnés et je te dis à très vite. Avec grand plaisir, Valentin. Merci à toi, ciao ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao ciao.